Le thriller policier, c'est un des genres les plus fréquents dans le cinéma français. Je suis presque surpris d'ailleurs que dans le cliché qu'on entend souvent de « le cinéma français c'est presque que des comédies ou des films d'auteurs chiants », on oublie le thriller et ou les polars, parce que franchement il y en a beaucoup. D'ailleurs en France on a créé le prix Jacques Deray peu après la mort du cinéaste. Depuis 2005, l'Institut Lumière décerne ce prix du meilleur film policier français. De très bons films l'ont reçu, dont celui dont on va parler aujourd'hui. Comme par hasard. Commençons par parler d'Harlan Coben, un écrivain américain qui a fêté ses 60 ans le mois dernier, spécialisé dans les romans policiers, doué pour les histoires pleines de suspense. Acclamé par la critique et le public, il a remporté masse de prix, tout ça. En 2001, il publie le roman Tell No One, ne le dit à personne, narrant l'histoire de David Beck, un pédiatre dont la femme est tuée par un serial killer. Les années passent, mais il a toujours du mal à se remettre de cet événement, c'est le nœud de l'histoire pour l'auteur. Certaines personnes parviennent à passer outre et refaire leur vie, mais 8 ans sont passés et Beck est toujours très affecté. C'est là qu'il reçoit un mystérieux mail. Il ouvre une vidéo contemporaine, et dessus, il y voit son épouse belle et bien vivante. Betsy est morte depuis une bonne dizaine d'années. Il va alors remonter toute l'histoire de sa mort pour découvrir ce qui s'est passé il y a 8 ans, et si elle est vraiment encore en vie. Le livre est un best-seller, écoulé à 6 millions d'exemplaires, une option est vite prise pour une adaptation hollywoodienne. Le réalisateur chevronné Michael Apted s'en occuperait, connu entre autres pour le très bon Gorille dans la brume, ou encore le James Bond Le Monde ne suffit pas. Mais Guillaume Canet appelle l'auteur pour lui dire qu'il a adoré son roman, et Coben est très vite impressionné par la vision et la passion que Canet montre pour son histoire. Selon lui, il l'a parfaitement comprise. Quand l'option sur les droits est levée, Coben appelle Canet et voilà, on a les droits. Nous sommes alors en 2004, Canet s'attelle à l'écriture du scénario, une écriture qui prendra tout de même 1 an. Pour la première fois, il va adapter quelque chose. Jusqu'ici, ses courts-métrages et son film précédent étaient de lui à l'origine. Mais il a expliqué qu'en lisant le roman, il voyait déjà dans sa tête comment il pourrait réaliser les images pour le film. Il n'écrit pas seul, cela dit. Il est en collaboration avec Philippe Lefebvre, qui avait déjà joué pour Canet dans son premier film, la comédie noire Mon Idole en 2002. Mon Idole, qui avait fait des scores plutôt corrects en salle, obtenu des récompenses, et était raisonnablement bien accueilli par le public. Entre-temps, Guillaume Canet, lui, a continué à jouer dans des films à succès, comme Jeux d'enfants ou Joyeux Noël. Sa carrière et sa notoriété ont continué à grimper, il peut désormais envisager un projet d'envergure. Il va avoir un casting important, il marche au coup de cœur et aime travailler avec des gens qu'il connaît déjà. Pour le rôle du Dr Beck, renommé Alexandre Beck, Guillaume Canet pense très tôt à François Cluzet dont il est fan, affirmant qu'il ne voyait pas d'autre acteur que lui pour tenir ce rôle, une véritable évidence. Mais les distributeurs du film ne sont pas chauds, vu la réputation de l'acteur qu'il était difficile à gérer lors des tournages. Guillaume Canet va devoir l'imposer, aimant ce comédien passionné qui se donne à fond, et il ne regrettera pas son choix, on y reviendra. Je disais qu'il travaillait avec des gens qu'il connaissait déjà, ainsi il a demandé à François Berléand qui jouait déjà dans Mon Idole, qui a hésité mais finalement accepté, à la grande joie de Guillaume Canet, pour qui sa non-présence aurait été impensable. Pareil pour Gilles Lelouch, son ami, qui a également joué dans son premier film. C'est le seul acteur en fait du film que j'ai pas choisi au départ. Il avait lu le scénario en cachette et on a été faire des essais, ça a duré 10 minutes, je l'ai vu arriver avec son crâne rasé et il a été formidable quoi. Le film compte aussi André Dussolier au casting, dans le rôle du beau-père d'Alexandre Beck, avec lequel il jouait dans Un ticket pour l'espace. Il lui a proposé lors du tournage de participer à son prochain film. Et donc il me propose un personnage alors, comme j'aime, c'est-à-dire mais qu'on m'avait jamais proposé. Et donc il m'a proposé un personnage vraiment abîmé par la vie et qui a commis des choses pas très catholiques. On trouve encore beaucoup d'autres personnes comme Nathalie Baye, auquel Canet avait pensé dès la phase d'écriture, Christine Scott Thomas, une habituée des films français, ou Florence Thomasin dont il était fan de sa présence, fan de sa voix. Mais je ne vais pas faire la liste de tout le monde. C'est surtout pour dire qu'il y a quand même un certain casting. Mais le film va aussi avoir des scènes d'action. Du coup, forcément, la facture va grimper. Il faut des épaules pour ça. Naturellement, il y aura les productions du Trésor. Je dis naturellement car c'est une boîte cofondée par Philippe Lefebvre, le co-scénariste. Il y aura M6, Canal et d'autres. Et dès qu'on parle de gros sous pour un film en France, on retrouve souvent EuropaCorp. Le film aura un budget de 11 700 000 €, à l'époque atteint par approximativement une vingtaine de films français par an, soit même pas un dixième de la production nationale. Nous sommes maintenant à l'été 2005 et le tournage peut commencer. Une des premières scènes du film voit François Cluzet, à poil, faisant une petite cascade. Il s'envole en hélicobite par la fenêtre. Non, et vous devriez le savoir d'ailleurs, monsieur Rochefort, vous jouez dans le film. Non, il se contente de se jeter dans l'eau. Il se baigne dans un lac isolé avec sa femme. Tourné près d'un tout petit village des Yvelines, une scène pas si facile. La deuxième partie est tournée certes en été, mais tout de même à 5h du matin, dans une température d'à peine 10 degrés. Toute l'équipe était en doudoune, sauf Cluzet et Marie-Josée Croze, nus, qui se retrouvent dans l'eau, mais en plus pour Cluzet, il est censé prendre un coup, il lui faudra tomber dans l'eau plusieurs fois. Il y aura plusieurs prises, et pourtant, malgré le froid, Cluzet insistera pour en tourner une supplémentaire parce qu'il estimait pouvoir faire mieux. Le défi physique du film plaisait beaucoup à l'acteur, qui s'est entraîné avant le tournage pour être en forme. On doit être en pleine forme physiquement.
Oui. Et il avait depuis longtemps envie de faire un film d'action, même si c'est plus un thriller avec une scène d'action de temps en temps. Malgré tout, il sera servi lors du tournage d'une scène de poursuite. Là encore, évidemment, il y a beaucoup de prises. Pendant 6 jours, il va plus courir que Forrest Gump, parvenant plusieurs fois à distancer véritablement son poursuivant, comme dans le film, à sa grande satisfaction. Il va devoir chuter et supposément frôler la mort lors d'une partie sur le périphérique. C'est la première fois que pour le besoin d'un film, le périphérique parisien a été fermé en plein jour des deux côtés. Mais on l'imagine aisément, question autorisation, ce n'était pas gagné. Guillaume Canet et le producteur Alain Attal pensaient pouvoir bloquer le périph' 2 jours, mais la préfecture et la mairie ne leur en ont accordé qu'un, une partie du dimanche le plus calme de l'année, le 14 août 2005. 15 heures d'autorisation entre les portes de Clichy et de Clignancourt. Alors je précise, mais ça en fait c'est l'info pour les Parisiens pur jus qui voient où c'est, parce que moi je connais le nom, mais me demander où c'est dans Paris, 15 heures d'autorisation, ça les a pas freinés. Ils voulaient vraiment faire un film ambitieux. On parle de 120 techniciens, avec 8 caméras, filmant 85 figurants et 25 cascadeurs se démenant dans cette portion pour réussir la scène. On comprend mieux pourquoi il a fallu du budget, entre autant de monde et des voitures démolies. Il y a quand même eu un problème, la météo. La pluie est venue par intermittence, ce qui, même quand elle s'arrête, est toujours compliqué pour les raccords lumière. Pour cette séquence, Cluzet refuse d'être doublé. Pour lui, c'est un vrai kiff de pouvoir faire ses cascades. Enfin, sur ce plan-là, il y a quand même un trucage, parce que là, il y aurait de quoi coller un triple infarctus aux assurances. Pour l'anecdote, même s'ils ont eu très peu de temps pour préparer et tourner la scène et qu'il y avait peu de monde sur le périph', Guillaume Canet s'est quand même fait insulter par des gens bloqués. Vous avez agi comme un malappris, et un malappris satisfait, ce qui est pis. Le film est assez fidèle au livre sur plusieurs points. Harlan Coben était d'ailleurs satisfait que Canet ait mieux compris le livre que les Américains, une histoire d'amour avant d'être un thriller. Coben qui fait d'ailleurs une petite apparition. Ici, là, ouais. Mais malgré les similitudes comme le fait que Beck soit pédiatre, ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'il l'est, la femme d'Harlan Coben est pédiatre, il y a quand même quelques différences majeures, dont celle-ci, le personnage d'Alexandre est beaucoup moins sympathique dans le roman. Les proches de l'auteur l'avaient mis en garde sur ces changements qui le feraient ne plus reconnaître son livre, mais ça lui a pas posé problème au final. Il a compris que c'est un médium différent et a admis, vu le reste du film, la pertinence et la logique de ce changement. Bien joué, mec. On a donc délesté Alexandre de sa cruauté, et le film nous apprend assez tôt que l'histoire d'amour qu'il vit avec sa femme Margot dure depuis leur enfance. Chaque année, ils se retrouvent près de ce même lac. Il fallait que le film insiste sur la perte qu'est née Margot pour Alexandre, sur le fait qu'il ne se remettait pas, bien qu'il fasse bonne figure auprès des gens. On pourra trouver cette scène-là trop gnangnan entre la mignonitude des deux enfants sous le soleil, le chant de fleurs et la musique, mais outre d'autres scènes nettement moins jolies, si vous êtes plus du genre à aimer les trucs dégueux, outre aussi le fait que ce soit parfaitement assumé par Canet, ceux qui critiquent ce moment oublient de constater que c'est une scène où Alexandre se remémore son enfance, donc on peut considérer qu'il idéalise une époque idyllique. Et visuellement, ça a un vrai sens. Les couleurs chaudes, presque criardes, qui contrastent avec la grisaille de la réalité sordide du moment qu'il vit là, à picoler seul chez lui, toujours marqué 8 ans après la mort de Margot. La seule le montrant guidé par cette dernière dès leur enfance d'ailleurs, un filigrane du thème du film, toujours guidé par elle. Il a perdu une partie de lui, au point que lors du flashback sur la cérémonie funéraire, on notera le plan intérieur du crématoire. Le film ouvre d'ailleurs sur une scène où on les retrouve partageant un repas entre amis, avant le meurtre. Le soir du tournage, Canet a annoncé à ses comédiens qu'il allait les laisser improviser, qu'ils discutent entre eux en rigolant, il souhaitait une scène vraiment naturelle et a juste laissé tourner la steadicam autour de la table. Mal à l'aise au départ, ils se sont pris au jeu, et une fois montés, quelques regards suffisent pour noter leur complicité. Bref, le réal fait des choix intelligents et pertinents de mise en scène. Il tenait à mettre en valeur Paris, mais pas un Paris de carte postale. Parce que je voulais pas tomber dans le cliché justement de on filme à Paris, donc on monte tous les monuments. Je trouve ça plus intéressant justement parce que dès qu'il y a un film ricain qui se fait, il tourne n'importe quel appartement donne sur la Tour Eiffel, quoi. Donc là, je voulais justement qu'on montre aussi d'autres quartiers qu'on connaissait pas forcément. Oui, on voit le côté bien plus réel, avec les petits quartiers sympathiques mais connus, aussi bien qu'une réalité plus concrète et urbaine, avec les ruelles moches, les tags, les cités, les petits marchés un peu miteux. Hashtag ça cache Paris. Le film trouve aussi ses qualités bien entendues chez ses interprètes, pratiquement tous chevronnés, à part Gilles Lelouch, encore relativement peu connu, ou Laurent Lafitte, encore moins connu sans doute à l'époque, et les deux de toute façon relativement jeunes, mais la grande majorité des acteurs avec un grand rôle dans ce film avaient déjà des décennies de carrière derrière eux. Quelques-uns sont utilisés à contre-emploi, et c'était une très bonne idée. On a une vraie galerie de personnages troubles. Et oui, je le disais, Jean Rochefort est au casting de ce film aussi. Un ami de Guillaume Canet, les deux hommes partageaient la passion des chevaux, et Canet était devenu acteur, entre autres, grâce à Rochefort. Il joue un rôle dans son propre film d'ailleurs, celui d'un cavalier, ou comment mélanger ses passions. À ce propos... En piste le numéro 9, Rimsky, monté par Hervé Deluse. Petit clin d'œil, Hervé Deluse est le nom du monteur du film. Mais donc, question jeu, c'est peut-être trop évident, direz-vous, parce que c'est le rôle principal, mais François Cluzet étincelle vraiment, en type brisé, dépassé par les événements, qui se pose un milliard de questions, et qui découvre tout en même temps que le spectateur. Enfin, presque tout.
et constate, et c'est un des points intéressants du film, qu'il était le seul couillon à presque tout ignorer, quand à peu près chacun de ses proches détenait une partie de la vérité de ce grand mystère. Non, vraiment, on voit que Cluzet a tout donné pour ce rôle. Le titre du film ne le dit à personne d'ailleurs. Alors, c'est affiché dans un des mails qu'il reçoit, certes, on pourrait dire que c'est tout ce qui justifie le titre du film. Mais la réalité de ce titre est beaucoup plus laide. Je ne ferai pas de zone spoil à ce sujet, mais il y a une abjection derrière le titre. Ça n'est pas simplement une phrase de prudence dans un mail. Sinon, on a un récit à la fois long et resserré. Je veux dire, il dure 2 heures, ce qui est déjà pas mal, mais Guillaume Canet et Hervé Deluse ont supprimé ou élagué énormément de scènes. Il y a de nouvelles victimes, une foule de secrets, des fausses pistes, on a les twists de rigueur. C'est non seulement très bien ficelé, mais le film parvient à installer une tension qui ne redescendra qu'aux derniers instants. Aidé par la musique, Guillaume Canet était à la recherche d'une musique spontanée pour son film. Il a donc demandé à M, Mathieu Chédid. Chédid qui avait déjà travaillé sur quelques musiques de films, mais là, il s'agirait de passer à la vitesse supérieure, il ferait toute la BO. Mais à ce moment-là, il avait pas mal de boulot. Guillaume Canet lui a donc proposé de regarder le film et d'improviser. M aimait beaucoup l'idée de travailler comme ça, à l'instinct. Il a donc vu le film une première fois, l'a aimé, et donc accepté. Il utilisera une guitare baryton pour un son plus grave. Dans la plupart des films, il vaut mieux subordonner la musique à l'action. Ici, les deux semblent plus sur un pied d'égalité du coup. Alors naturellement, après, il y a eu quelques rajouts, des arrangements, mais la majorité des prises gardées pour le film sont les premières, et il lui a fallu peu recommencer. Canet et M gardent un très bon souvenir de cette collaboration au final. Sorti sur les écrans mercredi prochain de Ne le dites à personne, un polar réalisé par Guillaume Canet avec François Cluzet et une pléiade de grands acteurs. Le film sort finalement en date du 1er novembre 2006 et les gens vont le voir, inclus votre serviteur d'ailleurs. Le bouche à oreille est bon et c'est un franc succès avec 3 100 000 entrées, ce qui le place 10e dans la liste des plus gros succès de l'année en France, de quoi être largement rentable. Mais en plus, il trouve son public dans d'autres pays. Il rapporte même plus de 6 millions lors de son exploitation aux USA. Ah, faut dire qu'un thriller qui se passe à Paris, oh yeah, c'est très romantique, c'est de l'amour, la Tour Eiffel, le French, c'est sexy. Non, mais ça, t'arrêtes tout de suite, hein. Désolé. Et d'ailleurs, sur Rotten Tomatoes et Metacritic, les notes sont bonnes. Et les récompenses s'accumulent, notamment 4 Césars, et pas des moindres. Meilleur réalisateur pour Canet, meilleur acteur pour Cluzet, meilleure musique pour M, et meilleur montage pour Hervé Deluse. C'est un succès lors de ses diffusions télé, sur Canal+ pour les premières diffusions encryptées, et sur le groupe M6 ensuite, naturellement, vu qu'on le rappelle, ils ont apporté du blé. Et forcément, ça fait du bien en carrière des gens qui y ont participé. Canet depuis a réalisé d'autres gros succès, Cluzet, dont Ne le dit à personne, était le 2e plus gros succès au box-office de sa carrière, a depuis joué dans d'autres succès, dont le 2e plus gros de l'histoire du box-office français quand même. Et Ne le dit à personne a montré à beaucoup de monde comment faire un thriller français ambitieux, riche et populaire. De A à Z, une des expériences les plus positives dont j'ai eu à vous parler dans cette émission, et ça fait plaisir. Il se dit, si je lui confie un rôle en or, le type ne passera pas à côté. Ça s'est passé pour Berléand, j'ai l'impression que ça s'est aussi passé pour moi. Il doit bien y avoir un truc négatif à dire sur l'après, non? Ah oui, c'est vrai. Il est pas encore sorti, alors on sait jamais.